Bonjour à tous, vous me voyez aujourd'hui d'abord trempé et équipé de bons kawaii parce qu'il pleut des cordes, mais surtout vous voyez la scène derrière moi. Je suis au festival Manifiesta, la rentrée politique du PTB et je vous emmène avec moi. Et oui, surtout restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que Manifiesta a vraiment été rempli de plusieurs moments assez forts. Et puis à la fin, vous aurez notamment aussi l'interview de Sophie Merckx, la chef de groupe du PTB à la Chambre des représentants. La première chose que je peux vous dire, c'est que le PTB a vu les choses en grand, en très très grand pour sa rentrée politique. L'immense scène déjà ici que vous voyez derrière moi, ce n'est qu'un tout petit, un tout petit grain de sable, une petite partie de l'immense site du festival qui fait venir des artistes comme Barbara Pravi par exemple ce dimanche, mais aussi de nombreux conférenciers. Il y a beaucoup de débats sur différents thèmes. Manifiesta, c'est donc un immense site de festival avec des dizaines et des dizaines d'activités, à commencer par des concerts comme celui-ci. C'est aussi beaucoup d'activités sportives, notamment pour les enfants, comme ici avec ce mur d'escalade, mais il y a aussi des terrains de foot par exemple, ou bien encore du kicker. Et puis une des choses qui fait l'essence de ce festival, c'est ceci, regardez, des tentes, des bas, il y en a partout, partout sur le site. Partout et surtout pour tous les goûts, évidemment, tous les sujets de société sont abordés avec des dizaines et des dizaines d'intervenants. C'est donc bien là qu'on voit que Manifiesta n'est pas un festival classique, c'est d'abord axé sur la politique. L'un des intervenants les plus connus, c'était Jeremy Corbyn, le politicien britannique. Un des endroits vraiment remarquables, c'est celui-ci, le Forum social. À l'intérieur, des livres, des livres, des livres et encore des livres, de quoi vraiment étancher sa soif de culture. J'avoue que j'y ai flâné un bon petit moment, il y a plein de bouquins qui donnent super envie. C'est une littérature forcément très axée à gauche, n'espérez pas y retrouver le guide du parfait petit droitard, mais c'est une littérature très intéressante. Un stand qui a attiré mon attention, c'est celui-ci. Ce sont des Flamands contre la politique de Bart de Wever, contre la NVA et contre le Vlaams Belang. Le tout alors qu'on est à Ostende, dans une Flandre qui vote très à droite. Ah, et regardez aussi, niveau activité, on retrouvait même un tournoi d'échecs. Ce qui est remarquable aussi, c'est que le PTB est loin d'être le seul groupement qui est présent. Il y a vraiment plein d'associations différentes, plein d'ASBL différentes, évidemment toutes axées à gauche. Et puis aussi, dans ce qui saute aux yeux, c'est vraiment toujours et tout le temps le Free Palestine, cet esprit Free Palestine partout. On sent que le PTB n'est pas satisfait de l'accord du gouvernement Arizona et il le revendique clairement. Pour eux, il faut aller plus loin. D'ailleurs, à propos de Free Palestine, regardez tout simplement ceci, ça se passe de commentaires. Je vous laisse vivre le moment. Après ce moment Free Palestine, place au discours politique de la rentrée, à commencer par celui de Thierry Bodson de la FGTB, marquant ainsi véritablement le lien entre partis politiques et syndicats. Alors on l'a dit longtemps que si l'extrême droite ne perçait pas, notamment en Belgique francophone, c'est parce qu'on fait bien notre boulot à gauche et parce qu'il n'y a pas de leader d'opinion capable de porter des idées d'extrême droite. Chers camarades, je crains que ce deuxième garde-fou ne soit tombé, parce qu'en effet, le loup est dans la bergerie, infiltré dans un parti de droite classique, le MR. Son président multiplie les fake news, les propos xénophobes, les menaces envers les journalistes, le dénigrement des intellectuels de la culture. Il a rompu le cordon sanitaire, il a une haine antisyndicale primaire. Nous vivons dans une période inédite, car nous sommes face au gouvernement le plus à droite, le plus conservateur, le plus antisocial que l'on ait connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'Arizona va, en quelques mois, détruire ce que nous avons construit pendant 80 années. Nous, c'est qui? Nous, c'est nous tous, chers camarades. C'est le monde du travail.
Et au passage, si je vous dis limitation dans le temps des allocations de chômage, travail de nuit élargi, heures supplémentaires bon marché, suppression des préventions, période d'essai introduite, préavis plafonné, délégués moins bien protégés, indexation automatique des salaires mise en danger, vous allez vous dire, il perd la tête à son âge, il nous répète l'accord de gouvernement. Bien, chers camarades, ce que je viens de vous lire, c'est le mémorandum de la FEB de décembre 2023. Ce gouvernement est à la solde des patrons. L'accord du gouvernement, c'est simplement un copier-coller du mémorandum des patrons. Vous le voyez, le discours de Thierry Botsson était résolument tourné contre l'Arizona, aussi contre les patrons, et puis il a donné rendez-vous à tout le monde le 14 octobre pour une immense manifestation qui est destinée à faire tomber le gouvernement. Le discours juste après de Raoul et de Beau ne sera pas moins incisif, surtout quand il s'agit d'un certain Georges Louis. Voilà, on parle bien du même, Georges Louis Boucher. Si. Donc, figurez-vous, la semaine passée, j'étais en débat avec le RTL. Vous avez vu, j'avais un débat avec RTL. Bon, il a tué RTL. Bon, il débarque avec sa Mercedes GLE à 100 000 boules. Bon, il rentre, il s'installe, on commence le débat. Et le journaliste pose une question sur la situation des infirmières. Ok. Et là, je dis en direct, écoutez, pour les infirmières en Belgique, c'est impossible pour elles de travailler jusqu'à 67 ans. Et là, il y a Georges Boucher dans ce contexte qui me répond, oui, mais on permet quand même aux gens de partir à 60 ans à la retraite s'ils ont une carrière de 42 ans. T'as entendu qu'il a répondu ça? Attendez, passons ça un petit peu au détecteur de mensonges, les amis. Donc, monsieur Boucher, pour avoir droit à cette pension anticipée, cette infirmière aurait dû commencer à travailler à quel âge? Faisons le calcul ensemble. 60 moins 42, ça fait combien, monsieur Boucher? 18, exactement, 18 ans. Donc une infirmière qui commence sa carrière à 18 ans, ça, monsieur Boucher, est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui manque un peu au puzzle? Vraiment. Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur le fait qu'on est bien dans un parti aux accents communistes, le discours de Raoul et de Beau se termine par l'international, et ça ne se commande pas, ça suffit. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tombe dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisant table rase, foule d'esclaves debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Manif Fiesta, donc réellement un chouette moment à passer en famille et entre amis, qui dure en plus tout le week-end. C'est mieux cela dit quand il ne pleut pas, évidemment. Mais maintenant, je vous propose de passer concrètement à ce que propose le PTB pour sa rentrée politique sur la question notamment de Gaza, mais aussi sur la question du budget 2026, une question brûlante qui arrive sur la table du gouvernement fédéral dans les prochains jours. Et pour en parler avec moi, nul autre que la chef de groupe du PTB à la Chambre des représentants, Sophie Merckx. Je suis maintenant avec Sophie Merckx. Sophie Merckx, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la chef de groupe du PTB à la Chambre des représentants, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, ici, on est au festival Manif Fiesta. C'est vraiment un immense festival quelque part. Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux gens? Ça fait une dizaine d'années maintenant avec le PTB qu'on s'est dit que c'est important pour débuter l'année de rassembler un maximum de gens, pas seulement du PTB, mais aussi vraiment à passer un moment ensemble
pour montrer en petit la société dont on rêve. Alors aujourd'hui, vous allez trouver ici des concerts, de la culture, la mer forcément, bon, il fait un peu mauvais, mais aussi énormément de rencontres et de débats de société que nous voulons mener avec les gens du monde syndical, du monde associatif, du monde académique, international aussi. Donc on a par exemple Jeremy Corbyn qui va venir ici d'Angleterre tantôt aussi, donc pour alors débuter l'année. Et cette année forcément pour nous c'est aussi la lutte contre le gouvernement Arizona qu'on veut donner un coup d'envoi. Le côté international, c'est vrai qu'on le retrouve très très fort. Je me suis baladé partout sur le site avant de vous interviewer et on voit des tentes qui viennent d'Afrique, on voit des tentes qui viennent de un peu tous les continents. On a l'impression établi des contacts avec le monde entier. Oui, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation dans le monde, c'est important de ne pas uniquement avoir cette vision à partir de l'Europe ou de la Belgique, mais effectivement d'élargir l'horizon. Parce que si on veut que le monde change, il faudra que ça se fasse aussi, pas que ici, mais ailleurs aussi. Et donc c'est vraiment ça aussi, essayer de rassembler des gens. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, en tout cas, c'est la lutte contre le génocide en cours en Palestine, par exemple. C'est un des sujets qui préoccupent beaucoup, mais au-delà de ça, se posent toutes les questions de l'équilibre dans le monde dans lequel on est. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on va continuer à avoir avec les États-Unis d'un côté et cette menace de guerre, par exemple? Et donc, c'est sur ces sujets-là qu'on veut aussi vraiment échanger aujourd'hui. Vous venez de parler de la Palestine, on le voit très fort sur tout le site du festival. Vous avez encore des revendications par rapport à la Palestine. Il y a plein de drapeaux Free Palestine ici, partout. Le gouvernement Arizona a sorti son accord, reconnaissance de la Palestine, mais sous conditions. Donc avec la libération des otages du Hamas et puis des conditions, je crois, de sécurité pour Israël. C'est pas un accord qui vous convient ? Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on est encore là. Aujourd'hui, le génocide est encore en cours. Les atrocités continuent. Et donc, tant que le peuple palestinien ne sera pas libre, personne ne sera libre. C'est une phrase de Nelson Mandela. Et c'est vraiment ça, parce que c'est la dernière question coloniale que nous avons, une des dernières questions coloniales dans le monde. Et donc, quand on regarde l'accord du gouvernement Arizona, je me dis d'un côté, il y a une avancée, une petite avancée. Il y a un accord. Il a fallu sortir du bois, parce que je crois que le peuple se mobilise. Maintenant, est-ce que cet accord est suffisant ? Je pense qu'on a eu la réponse aussi dans la rue il y a quelques jours. Nous étions de nouveau 100 000 dans la rue. Pourquoi ? Parce que cet accord est clairement insuffisant. En fait, quand on regarde par exemple la reconnaissance soi-disant de la Palestine, ça n'en est pas une. Je veux dire, on a mis tellement de conditions que ça ne se fera jamais sous cette forme-là. Donc non, le peuple palestinien a besoin d'être reconnu. Aujourd'hui, on a besoin effectivement d'un embargo, de sanctions. Un embargo aussi dont aujourd'hui on a dit qu'on va l'appliquer, mais est-ce qu'il va réellement être appliqué ? Par exemple, donc ça c'est encore des enjeux sur lesquels on veut vraiment travailler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Israël ne peut pas continuer ses crimes sans l'aide militaire des États-Unis et sans l'aide commerciale de l'autre côté de l'Europe. Donc là aussi, on voit une petite brèche. Ursula von der Leyen qui fait quand même quelques déclarations. Donc les lignes bougent, mais on continue le combat pour que le peuple palestinien puisse vivre en paix un jour, qu'ils ont droit à un pays. Et tant que ça ne sera pas fait, on continuera le combat. Alors, l'accord, il prévoit des sanctions, mais donc pour vous, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant que l'accord au niveau de la Belgique est trouvé ? Et puis aussi, vous l'avez dit, tant que les États-Unis et l'Union européenne ne lâchent pas, il y a peu de chances que la situation évolue. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à ce niveau-là ? Je pense que il y a d'autres pays qui vont plus loin. Donc déjà, rien qu'au niveau de la reconnaissance, on est vraiment au niveau des Nations Unies dans le peloton, pas dans le peloton de tête, mais dans l'arrière de la course. Donc on est moins progressiste que Macron, par exemple, même si sa proposition ne me convient pas non plus. On a des pays comme l'Espagne qui ont vraiment qui ont déjà reconnu la Palestine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire de manière concrète, faire en sorte que les bateaux n'amarrent pas. Donc on est beaucoup plus strict là-dessus, par exemple, beaucoup mieux surveiller tout ce qui est exportation, et puis arrêter toute collaboration économique. Vous savez, notre matériel, par exemple, de nos polices, énormément de technologie israélienne est encore utilisée aujourd'hui. Donc nous, on propose d'arrêter, par exemple, ces coopérations, ces appels d'offres, en fait, d'exclure vraiment Israël par rapport à tous ces marchés publics. Et c'est là qu'on va faire du mal vraiment à Israël, en les touchant économiquement.
Il y a un autre sujet sur lequel je voudrais vous interroger aussi, le budget. Le budget du gouvernement fédéral 2026. Le bureau du plan vient de sortir ses chiffres. Tout gouvernement confondu, il prévoit un déficit de 35 milliards d'euros à la fin de l'année 2026. Celui du gouvernement fédéral, il pèse déjà plus de 25 milliards à la fin de cette année-ci. Donc il y a un dérapage qui est là, qui va arriver. Ça va être quoi les propositions du PTB pour contrôler ce déficit, pour aller quelque part redresser les finances? D'un côté, c'est... Bon, au niveau du gouvernement, on nous a dit il y a un problème budgétaire, c'est pour ça qu'il faut couper dans les pensions et en même temps, on prévoit d'investir 35 milliards pour la défense et l'industrie de l'armement. Donc c'est sûr que nous, on n'augmenterait pas du tout ces dépenses à ce niveau-là. Donc ça peut être beaucoup plus modeste à ce niveau-là selon nous. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est oui, on ne peut pas comparer le budget d'un État avec le budget d'un ménage parce que justement, l'État, il peut décider c'est quoi ses recettes. Et c'est là que le bas blesse. Ce matin, j'avais encore un débat sur, par exemple, l'idée d'imposer les millionnaires en Belgique. Donc nous, c'est ce qu'on propose. 2% de taxes au-delà de 5 millions d'euros. Ça concerne 50 000 ménages et ça pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards d'euros par an. Donc je pense que de l'argent, il y en a en Belgique. Mais c'est pas dans les poches de ceux qui les ont qu'on va les chercher, mais c'est dans les poches des travailleurs. Et ça, c'est profondément injuste. Ce ne sont pas les pensionnés aujourd'hui qui ont travaillé toute leur vie dure qui sont responsables du trou dans le budget. C'est la gestion qui a été faite aussi par, je le rappelle, 25 ans au moins de ministres libéraux aux finances. Donc, c'est chez eux qu'il faut aller frapper. Il faut aller vers une justice fiscale, mais il ne faut pas du tout couper dans les dépenses comme les pensions selon nous. Taxer les riches, c'est votre slogan depuis le début de la campagne électorale 2024. Et on voit que c'est aussi un débat international. En France, il y a tout le débat sur la taxe Glucksmann qui est exactement le même sujet aussi, le fait de taxer les riches. Et pourtant, il n'y a aucun pays au monde qui met concrètement en place ce genre de taxe. Pourquoi, d'après vous, on n'y arrive pas et comment, ici en Belgique, ça pourrait se concrétiser si ça devrait se concrétiser? Mais je pense que le fait que c'est un débat qui est international et quand Bayrou, il est tombé ici il y a quelques jours, il a parlé de la taxe Zuckman et de la taxe des riches et ça veut dire que c'est un vrai débat de société aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est déjà une première victoire d'avoir pu imposer ça. Même en Belgique, c'était le cas avec la taxe des plus-values, qui n'est pas vraiment une taxe des ultra-riches, mais c'est un sujet en soi. Donc ça, je trouve que c'est déjà une victoire. Et ça a existé en France, par exemple, où ça fonctionnait assez bien. Donc là aussi, on a des exemples où c'est fait et où ça marche. Et en Norvège, par exemple, ça existe. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment possible et réalisable. Maintenant, pourquoi ça ne se fait pas? Je vous fais pas un dessin. Les ultra-riches, ils n'ont pas seulement beaucoup d'argent, mais ils ont aussi énormément de pouvoir économique, de par leurs entreprises, pouvoir même sur les politiques aussi, pour essayer de les influencer. Et donc, comme pour toute victoire que le monde ouvrier a connue dans la lutte qu'on a connue depuis des années, c'est en se battant pour ça et faisant en sorte qu'il y a une vraie pression pour que ce genre de mesures puisse voir le jour. Vous n'avez pas peur que si jamais cette taxe, elle voit le jour un jour, eh bien, nos riches, nos super riches vont simplement aller à l'étranger avec aussi toutes leurs entreprises, leur emploi, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui vous fait peur? Mais en fait, c'est quelque chose, ça aussi, au niveau de Zuckman, Piketty, mais aussi en Belgique maintenant, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus étudié aussi au niveau scientifique. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est pas que le risque est zéro, qu'il y a des exilés fiscaux, mais on voit que ça reste relativement faible. Parce que, si vous êtes détendeur de X entreprises ou de X filiales, vous pouvez limite changer votre domicile, comme des Français sont venus chez nous se domicilier, mais ça ne veut pas dire que la plupart de leur fortune reste encore en France et peut encore être taxée. Et donc, il y a eu des rapports en France par rapport à ça et ça concerne un petit pourcentage. Après, on peut aussi instaurer des taxes, des exit tax. Donc, si quelqu'un veut à ce moment-là se déplacer, alors on va taxer encore plus lourdement pour éviter l'évasion fiscale
Et puis, si ça se fait de plus en plus partout, il n'y aura pas moyen d'échapper non plus. Donc, c'est pour ça que c'est un combat mondial. Donc, taxer les riches pour maîtriser le déficit du budget, c'est ça votre solution au PTB? Je pense que c'est une des solutions. Après, je ne nie pas qu'il faut mieux gérer l'argent public aussi. Donc, on a fait quoi les dernières années? On a beaucoup définancé le secteur public. Mais alors, ça a eu comme conséquence qu'on fait, par exemple, appel à énormément de bureaux de consultance. Et in fine, ça revient plus cher. Et donc là, c'est vrai qu'il faut faire, par exemple, aussi le mouvement inverse pour avoir aussi un État beaucoup plus efficient. Sophie Merckx, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à vous pour être venu à Manifesta. Pour Manifesta, la prochaine vidéo de ce genre sera celle pour les estivales du mouvement réformateur à Walibi. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!